Voyager dans le temps a toujours relevé de la science-fiction. Jusqu'à ce que certaines personnes prennent cette idée au sérieux. C'est notre petit secret. Quand nous autres physiciens rédigeons des articles sur le voyage dans le temps, nous n'écrivons pas « machine à explorer le temps », nous utilisons un langage codé. Ces personnes sont des scientifiques renommés tout ce qu'il y a de plus sérieux, ce qui ne les empêche pas de laisser libre cours à leur imagination. Une jeune fille qui s'appelait Claire se déplaçait plus vite que la lumière. Par une route relative, elle s'en alla un jour et fut de retour la nuit précédente. La mise au point d'une machine à explorer le temps n'est peut-être plus une idée farfelue. Enfant, Ronald Mallett rêvait déjà de construire une machine à explorer le temps. Aujourd'hui, il est professeur de physique à l'université du Connecticut. C'est une sensation très grisante de se dire qu'on est capable de manipuler l'espace et le temps. Car maîtriser le temps, c'est peut-être maîtriser son destin. Ce que l'humanité n'a jamais su faire auparavant. Ce projet a germé dans sa tête le jour où il a perdu son père, victime d'un infarctus. Âgé de 10 ans, il s'est alors fait une promesse. Je me suis promis de construire une machine à explorer le temps pour aller le retrouver et peut-être lui sauver la vie. Depuis une cinquantaine d'années, comme beaucoup d'autres scientifiques, il mène ses recherches en laboratoire, à l'abri des regards. C'est seulement depuis la découverte que j'ai faite à la fin du XXe siècle que je me suis enfin autorisé à révéler au grand jour mes travaux sur la question. Selon lui, au XXIe siècle, on devrait, dans ce domaine, pouvoir passer de la théorie à la réalité. Heureusement qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut aborder ouvertement le sujet sans redouter de voir surgir des blouses blanches prêtes à vous embarquer en camisole seulement parce qu'on ose parler de voyage dans le temps. Comme tous ceux qui caressent ce rêve, Ronald Mallett a dû commencer par comprendre le temps avant d'imaginer comment y voyager. Le célèbre physicien théoricien Michio Kaku a consacré toute sa carrière à l'étude du temps. Selon lui, une machine à explorer le temps verra forcément le jour. Au cours des 10 dernières années, on a assisté à un véritable engouement autour du voyage dans le temps. Par le passé, les physiciens se contentaient de hocher la tête avec scepticisme en évoquant le sujet. Aujourd'hui, nous recherchons une loi physique qui interdirait le voyage dans le temps. Et force est de constater que nous ne la trouvons pas. Beaucoup pensent savoir ce qu'est le temps, mais en général, ils se trompent. Quand on regarde le Soleil, en réalité, ce qu'on voit, ce sont les rayons émis 8 minutes plus tôt, soit le temps que met la lumière à parcourir les 148 millions de kilomètres qui séparent le Soleil de la Terre. Ce qu'on voit, c'est donc le passé du Soleil. On pourrait dire que l'univers lui-même est une immense machine à explorer le temps. La lumière se déplaçant à une vitesse limitée, nous percevons les étoiles telles qu'elles étaient et non telles qu'elles sont aujourd'hui. Même ici sur Terre, on ne peut avoir de certitude sur ce que signifie le présent. Quand on se regarde dans un miroir, ce n'est pas vraiment soi-même qu'on regarde. On voit le reflet de ce qu'on était environ 2 nanosecondes auparavant. C'est le temps que met la lumière pour aller du visage au miroir et revenir. On est donc en train de regarder une version plus jeune de nous-mêmes. La lumière se déplace à la vitesse de 30 cm par nanoseconde.
Il lui faut 1 nanoseconde pour aller du corps de Michio Kaku au miroir et une autre pour revenir à ses yeux. Selon lui, avant de pouvoir voyager dans le temps, il est nécessaire d'en comprendre la nature. Pour commencer, voici 3 idées reçues dont il faut se débarrasser. La première idée reçue sur le temps, c'est qu'il existe un maintenant universel. À savoir que s'il est midi ici, il doit être midi sur la Lune et partout dans l'univers. En réalité, il est impossible de synchroniser les montres de la planète entière. Cette erreur tient à une deuxième idée reçue. Beaucoup croient que le temps s'écoule à vitesse constante. Les gens croient aussi que le temps s'écoule uniformément, où qu'on soit dans l'univers. Mais c'est faux. On peut démontrer que dans l'espace extra-atmosphérique, les aiguilles d'une horloge tournent moins vite que sur la Terre. Si nos systèmes de navigation par satellite fonctionnent, c'est parce que l'armée américaine corrige tous les jours les horloges satellitaires. Le temps n'est pas absolu. Il s'écoule à des vitesses différentes selon l'endroit. Il faut donc oublier la notion d'un temps mécanique. Et considérer le temps comme une dimension. Ce qui nous amène à notre troisième idée reçue. Nous partons en général du principe que nous vivons dans un monde à 3 dimensions. En fait, notre monde en compte 4, les 3 dimensions de l'espace et celle du temps. Difficile de concevoir le temps comme une dimension. Pour nous aider à comprendre, Michio Kaku va s'appuyer sur un jeu vidéo. Ce qui nous fascine dans Pac-Man, c'est qu'il vit dans 2 dimensions. Il se déplace seulement en avant, en arrière, à gauche et à droite. Mais la notion de hauteur lui est totalement étrangère. Il vit sur un plan. Nous vivons dans un monde à 3 dimensions. Nous allons en avant et en arrière, à droite et à gauche. Nous montons et nous descendons. Mais nous sommes incapables de visualiser une dimension plus profonde, une 4e dimension, qui fait appel à une logique au-delà de notre compréhension. Je vais sur la 5e avenue, 33e rue. Comme Pac-Man, nous nous servons de plans et de cartes à 2 dimensions pour nous orienter. Mais contrairement à lui, nous pouvons quitter le plan à 2 dimensions pour évoluer dans la 3e dimension, celle de la hauteur. Nous habitons également la 4e dimension, celle du temps. Un rendez-vous a lieu dans un immeuble situé sur un plan, à un étage donné, mais aussi à une certaine heure. En réalité, la dimension du temps et les 3 dimensions de l'espace s'interpénètrent au point que les physiciens les ont regroupées sous un seul terme, l'espace-temps. Nous pensons aujourd'hui que l'espace et le temps peuvent se visualiser. Et il faut les voir comme un morceau de tissu qu'on peut déformer et qui pourrait même comporter des nœuds. Si tel est le cas, alors le rêve d'un voyage dans le temps ne serait pas aussi aberrant qu'il n'en a l'air. Pour mettre au point une machine à explorer le temps, nous devons trouver un moyen de manipuler ce tissu que forme l'espace-temps. Selon les scientifiques, cette manipulation rendrait le voyage dans le temps non seulement possible, mais inévitable. Nous savons avancer plus ou moins vite quand nous marchons sur un trottoir encombré. Mais se déplacer à des vitesses différentes dans le temps est une toute autre histoire. La plupart d'entre nous évoluent dans le temps seconde par seconde.
Mais quelques-uns ont déjà voyagé dans le temps. Les astronautes embarqués à bord de la Station spatiale internationale sont déjà partis dans le futur. Mais comment ? Les stations spatiales tournent en orbite autour de la Terre à une vitesse de 27 000 km/h. Des hommes et des femmes y ont vécu pendant plus de 700 jours. À leur retour, les astronautes avaient voyagé de quelques fractions de secondes dans le futur. Leur méthode ? La vitesse. Un vaisseau spatial est une machine à explorer le temps. Sa vitesse de déplacement ralentit le passage du temps pour l'équipage à son bord. Pour montrer en quoi la vitesse peut avoir une incidence sur le temps, il faut d'abord considérer la vitesse de la lumière comme une limite universelle. Rien n'est plus rapide. Ce laser pulsé mesure l'une des quelques valeurs absolues présentes dans la nature. La vitesse de propagation de la lumière dans un espace vide. Le rayon traverse cette suite de lentilles et de miroirs. Si on recule ce miroir d'environ 30 cm, la lumière devra franchir une distance plus longue. Sur cet oscilloscope, je lis le temps supplémentaire qu'elle a mis à couvrir cette distance. Si on a une connaissance exacte de la distance et du temps de propagation, on peut calculer la vitesse de la lumière. Cette vitesse est de 300 000 km par seconde. Les expériences montrent que ce chiffre est une constante universelle, ce qui signifie que le temps peut être manipulé. Le physicien Jim Al-Khalili nous apporte la preuve que le temps peut être dilaté ou contracté. Il se sert pour cela d'une horloge de lumière, placée sur le tableau de bord de sa voiture. Ce dispositif fait rebondir un rayon de lumière de haut en bas à l'intérieur du véhicule à une vitesse proche de celle de la lumière. Le fait que les observateurs situés à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture ne voient pas le rayon se déplacer de la même façon prouve qu'ils perçoivent le temps différemment. Moi, qui voyage avec l'horloge dans la voiture, je vois toujours le rayon de lumière se déplacer à la verticale. Si le jumeau de Jim Al-Khalili observait l'horloge depuis le bord de la route, il verrait le rayon suivre une autre trajectoire. En associant le mouvement horizontal de la voiture avec le battement vertical de l'horloge de lumière, voici ce qu'on obtient. Moi qui regarde la voiture passer, je vois le rayon se déplacer en diagonale. Quand on est à l'extérieur de la voiture, la lumière semble couvrir une distance plus importante. Pourtant, la vitesse de la lumière reste toujours la même. Le temps est égal à la distance divisée par la vitesse. Il est donc inférieur pour la personne qui roule en voiture. Le temps s'écoule donc plus lentement pour la personne qui avance vite. C'est ce que les scientifiques appellent la dilatation des temps. En quoi cela peut-il nous aider à concevoir une machine à remonter le temps? Faisons voyager dans le temps ces jumeaux âgés de 10 ans. Carl restera ici sur Terre. Kelvin, lui, ira dans l'espace. Il voyagera à une vitesse proche de celle de la lumière. De son point de vue, rien d'anormal. Mais compte tenu de sa vitesse, le temps passe plus lentement pour lui que pour son frère resté sur Terre. « 20 ans passent pour Carl. L'astronaute Kelvin, lui, a ralenti le temps en voyageant très vite.
À son retour sur Terre, il n'a que 3 ans de plus, contre 20 pour son frère. Les 36 mois passés dans sa machine à explorer le temps le transportent de 20 ans en avant, dans l'avenir de son frère. Mais inutile d'aller dans l'espace pour constater un tel phénomène. Genève, en Suisse. Nous sommes au CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, qui abrite le plus grand accélérateur de particules de la planète. Des scientifiques de 85 pays différents y étudient l'infiniment petit pour comprendre le fonctionnement de l'univers. Dans cet équipement de l'ère spatiale, on mène des expériences sur le voyage dans le temps depuis plus de 40 ans. Le muon est un outil particulièrement intéressant. Cette particule de grande énergie produite par les rayons cosmiques bombarde sans relâche l'atmosphère terrestre. Elle a une faible durée de vie d'environ 1 millionième de seconde. Ici, au CERN, les scientifiques se servent de la vitesse pour augmenter la durée de vie de ces particules subatomiques. Ils les font ainsi voyager dans le temps. Des accélérateurs gigantesques comme celui-ci permettent aux muons d'atteindre des vitesses proches de celles de la lumière. En lançant un muon dans l'anneau à une vitesse proche de celle de la lumière, on prolonge sa durée de vie. C'est-à-dire que son horloge tourne lentement. Quand il revient à son point de départ, pour lui, l'aiguille a fait tic-tac, 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 alors que pour nous, elle a fait tic-tac, 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 tic-tac. En ce sens, le muon est projeté dans l'avenir, puisqu'une durée d'1 seconde pour lui correspond pour nous à 20 secondes. C'est en ralentissant l'écoulement du temps que les scientifiques permettent aux muons de voyager dans l'avenir. Il reste cependant un obstacle de taille à l'utilisation de la vitesse. À toute masse est associée une énergie. Lorsqu'un objet acquiert de l'énergie par le mouvement, sa masse augmente. Ces boules en métal pèsent plus lourd en mouvement qu'au repos. Mais l'augmentation de leur masse est très faible en raison de la lenteur du mouvement. Si elles bougeaient à la vitesse de la lumière, leur masse augmenterait de façon considérable. En fait, une particule élémentaire qui progresse à une vitesse proche de celle de la lumière pèse jusqu'à 7000 fois plus lourd qu'au repos. Pour maintenir en mouvement ces particules qui s'alourdissent, les scientifiques du CERN doivent fournir une énergie toujours plus importante. En augmentant l'énergie de la particule, on s'approche de la vitesse de la lumière, puis on double l'énergie et on s'en rapproche un peu plus, et ainsi de suite, mais on ne la dépasse jamais. Pour atteindre la vitesse de la lumière, il faudrait une énergie infinie, dont évidemment on ne dispose pas. Si l'énergie est le principal obstacle au voyage dans le temps d'une particule, qu'en serait-il pour une machine de taille humaine ? Le problème principal lié à l'utilisation de la vitesse, c'est qu'on est loin de pouvoir déplacer un objet à la vitesse de la lumière. Il faudrait toutes les ressources énergétiques de la Terre pour qu'une fusée atteigne seulement une fraction de cette vitesse. Or, à moins de s'en approcher, on ne noterait aucune différence. On ne dispose tout simplement pas de l'énergie nécessaire. Autre problème. La vitesse permettrait uniquement de faire le voyage aller vers le futur. Le voyageur n'en aurait pas pour autant maîtrisé le temps. Il se serait simplement projeté dans l'avenir en ralentissant le passage du temps pour lui-même, mais sans pouvoir revenir pour témoigner. Mais il existe un autre mode de transport dans le temps qui permettrait de choisir la direction du voyage. Une machine qui nous emmènerait non seulement dans le futur,
mais aussi dans le passé. Depuis plus d'un siècle, les scientifiques affirment qu'il est possible de voyager dans l'avenir. Il y a bien un moyen reconnu de faire des bonds en avant dans le temps, et c'est la vitesse. Nous voyageons tous dans l'avenir, que ça nous plaise ou non. On peut s'y transporter en s'approchant de la vitesse de la lumière, mais la difficulté, c'est d'en revenir. Autre solution pour construire une machine à explorer le temps, la gravité. La gravité est généralement perçue comme la force qui nous retient sur Terre. Les chercheurs de l'université de Manchester, en Angleterre, voient les choses tout à fait autrement. Pour celui qui voyage dans le temps, la gravité traduit la courbure ou la déformation que la masse imprime au tissu de l'espace-temps. Le professeur Brian Cox est un spécialiste de la gravité et de ses interactions avec l'espace-temps. L'espace-temps n'est pas seulement là-haut. Il est là, devant moi, et en moi. Moi-même, je le déforme et le tords un peu. J'exerce sur lui une légère force gravitationnelle. Vu que je suis très léger en me déplaçant, je ne le courbe pas beaucoup. En revanche, une étoile, une galaxie ou un trou noir déforme et incurve considérablement l'espace-temps. Plus la masse de l'objet est importante, plus l'impact ou l'entaille réalisée dans le tissu de l'espace-temps sont significatifs. Ce n'est pas une simple théorie, les preuves sont là. Ces images du télescope Hubble montrent la trajectoire de la lumière dans l'espace. À proximité d'une galaxie, sa trajectoire s'incurve. Cette inflexion prouve que la masse déforme l'espace-temps. L'expérience suivante reproduit le phénomène en laboratoire. Cet univers miniature fait apparaître le trajet de la lumière dans l'espace-temps. Dans un espace-temps plat, un rayon de lumière se déplace en ligne droite. Mais on a la preuve qu'en se propageant dans l'univers, la lumière s'incurve. Donc, sa trajectoire doit être courbe, elle aussi. Et cette trajectoire, c'est l'espace-temps lui-même. Des milliards d'étoiles incurvent l'espace-temps en agissant comme une lentille qui courbe la lumière. Si on déforme l'espace-temps, la lumière décrit une courbe. On obtient l'image d'une galaxie au centre, entourée de ses anneaux. C'est la preuve indéniable que la masse déforme l'espace-temps. Cette distorsion de l'espace-temps nous aidera à construire notre machine. Quand la gravité déforme l'espace-temps, les conséquences sur l'écoulement du temps sont bien réelles. Sans qu'on le sente, le temps passe plus lentement au rez-de-chaussée qu'au sommet d'un gratte-ciel. Plus je suis près du sol, plus l'espace-temps est courbe, plus la gravité est forte et plus le temps passe lentement. Ici, l'espace-temps est un peu moins incurvé, la gravité plus faible, et donc le temps va plus vite. C'est imperceptible. Au bout d'un siècle passé au sommet de ce building, ma montre serait en avance de 50 millionièmes de seconde par rapport aux horloges d'en bas. En ce sens, la Terre est bien une machine à explorer le temps. Dans l'espace, cet effet est encore plus prononcé. Je vais à l'université M19 9QL.
Le fait qu'en orbite, le temps ne s'écoule pas au même rythme qu'à la surface de la Terre est très important pour la conception des GPS, puisqu'ils fonctionnent grâce à la synchronisation des horloges sur Terre et sur les satellites. Du fait qu'un satellite se trouve dans un champ gravitationnel plus faible, le temps y passe plus rapidement. La différence est de 50 microsecondes par jour, ce qui correspond à 15 240 mètres par jour. Si on ne tenait pas compte de cette différence de temps en la corrigeant, la navigation par satellite ne fonctionnerait pas. La gravité terrestre et la courbure de l'espace-temps qu'elle engendre ne suffisent pas à remonter dans le temps. Mais dans certaines zones de l'univers, la gravité déforme l'espace-temps de façon spectaculaire. L'espace-temps est essentiellement plat. Il n'y a que dans les trous noirs qu'il est fortement déformé. Le professeur Stephen Hawking est mondialement connu pour ses travaux sur les trous noirs. Dans les années 1970, ses recherches ont éclairci un phénomène encore théorique à l'époque. La force gravitationnelle d'un trou noir étire et fait ployer l'espace-temps environnant qui prend alors la forme d'un cône très profond. L'intensité de cette force gravitationnelle y ralentit considérablement le temps. L'influence d'un trou noir sur le temps fascine les physiciens comme Stephen Hawking. Seulement voilà, le trou noir présente une frontière, appelée l'horizon des événements, qui conduit à son point le plus dense, la singularité. Une mauvaise nouvelle pour notre voyageur. Dans un trou noir, nous nous heurterions fatalement à une singularité qui nous anéantirait. Les recherches de Hawking sur les trous noirs s'apparentaient à un véritable pari sur l'avenir. Mais la suite devait lui donner raison. 3-4, Chandrasé. Vous pouvez me donner la force de votre signal MCBS et R et les rapports de mauvaise couverture? Janvier 2008. Les recherches récentes sur les trous noirs suscitent l'enthousiasme de la communauté scientifique. Voici le satellite Chandra, un télescope à rayon X situé à une altitude 200 fois supérieure à celle du télescope Hubble. Il nous livre des données inédites sur les trous noirs. Merci. À bord du satellite, des miroirs à la pointe de la technologie. Chandra renvoie des images d'une définition 10 fois supérieure à celle des meilleurs télescopes à rayon X existants. A2 APS. Une précision qui permettrait de lire un panneau de signalisation routière à une distance de 19 km. En analysant les images de trous noirs supermassifs, les scientifiques ont découvert qu'ils tournaient sur eux-mêmes à une vitesse proche de celle de la lumière. La trame de l'espace-temps se trouve entraînée par ce mouvement de rotation. C'est ce qu'on appelle l'effet Land-Steering. L'espace-temps subit alors une telle distorsion qu'il forme un cercle presque complet. La confirmation de la rotation des trous noirs a fait des heureux parmi ceux qui s'intéressent au voyage dans le temps. Une découverte capitale était sur le point d'être réalisée. Chaque époque a connu ses pionniers et ses inventeurs. Ils ont toujours défendu les idées les plus invraisemblables, quitte à s'exposer au cynisme et aux moqueries. Dans la lignée de ces grands inventeurs du siècle dernier, Richard Gott a développé un projet de machine à explorer le temps. Tous ceux qui, comme moi, travaillent sur ce sujet ont le sentiment d'être des pionniers. Convaincu qu'un jour nous voyagerons dans le temps, Richard Gott serait prêt à servir de cobaye. Ça vaudrait la peine de courir ce risque. Il est l'un des rares physiciens qui affirme avoir trouvé une solution pour remonter le temps. Son idée a été de s'inspirer de l'univers pour pouvoir ensuite en imiter les procédés.
Au centre d'un trou noir en rotation rapide, on trouve une machine à explorer le temps présente à l'état naturel. La distorsion de l'espace-temps par un trou noir en rotation, voilà ce qui intrigue Richard Gott. Professeur d'astrophysique à l'université de Princeton, il a cherché dans l'univers un procédé permettant de déformer l'espace-temps autant qu'un trou noir en rotation. Ces recherches ont abouti à une hypothèse audacieuse, fondée sur une idée encore théorique, l'existence de cordes cosmiques. Les cordes cosmiques sont des tubes de vide chargés en énergie, des résidus du Big Bang. Bien qu'à peine plus grandes que des atomes, les cordes cosmiques ont une densité colossale. Une corde d'1 mètre de long exercerait une force gravitationnelle supérieure à celle de la Terre. Comme on le sait maintenant, une force gravitationnelle immense déforme l'espace-temps. Richard Gott en a tiré les conséquences. Compte tenu de la distorsion produite sur l'espace-temps par ces cordes, si 2 cordes infinies se croisaient à grande vitesse, comme ceci, on pourrait s'en servir pour fabriquer une machine à explorer le temps. Lancées à toute vitesse, les cordes courbent l'espace-temps à leur passage, de manière à y former un angle. En temps normal, un vaisseau spatial serait obligé de le parcourir suivant le chemin le plus long. Mais il peut à présent emprunter ce raccourci. En allant plus vite qu'un rayon de lumière, il remonte le temps. Si cette voiture était un vaisseau spatial avec 2 cordes cosmiques, Richard Gott pourrait revenir avant d'être parti. La torsion de l'espace-temps aux environs des 2 cordes en mouvement est telle qu'il pourrait tourner autour d'elle et être de retour avant d'avoir démarré. Voici comment. En pliant l'espace-temps, les cordes cosmiques créent un raccourci. En voyageant autour d'elle, on va plus vite que la lumière qui se propage dans un espace-temps normal. On ne peut pas construire une fusée qui aille plus vite que la lumière. Mais dans un espace-temps courbé, on peut prendre un raccourci, dépasser le rayon de lumière et donc, en principe, remonter le temps. Le cours du temps cesse alors d'être linéaire. Il décrirait plutôt une sorte de cercle. Mais il reste un petit problème. Les cordes cosmiques sont non seulement hypothétiques, mais aussi insaisissables. On peut difficilement espérer trouver 2 cordes cosmiques infinies passant l'une à côté de l'autre à la vitesse nécessaire pour créer une machine à explorer le temps. Face à ce problème, Richard Gott propose une solution de rechange. Les boucles cosmiques. Encore une idée fantaisiste, dira-t-on. Mais les sceptiques auraient du mal à trouver une faille dans cette hypothèse. C'est vrai que l'idée a fait des remous. Beaucoup de sceptiques se sont demandé si une telle chose était réalisable. Pourtant, c'est une solution exacte à l'équation d'Einstein qui reconnaissait la possibilité de voyager dans le passé. La machine à remonter le temps de Richard Gott présente tout de même un point faible. Il a découvert qu'au moment même où il déformerait l'espace-temps au point de l'arrondir en un cercle, toute la région chuterait dans un trou noir. Ce ne serait pas terrible, puisqu'un trou noir, c'est comme un hôtel où l'on entre, mais dont on ne ressort pas. Il semble que la région où l'on voyagerait dans le temps serait piégée à l'intérieur d'un trou noir en rotation. L'idée de son propre anéantissement ne suffit pas à faire reculer Richard Gott. Mais sa machine présente un autre défaut. La boucle produite par les cordes cosmiques nécessiterait à peu près la moitié de la masse de notre galaxie. Pour manipuler une masse pareille, il faudrait disposer de l'ensemble des ressources énergétiques de la galaxie. On serait bien au-delà du budget actuel de la NASA.
Le projet de voyage temporel grâce aux cordes cosmiques n'est donc pas pour tout de suite. Les passionnés ne se laissent pas décourager pour si peu. Les théories de Richard Gott en incitent certains à chercher dans l'univers des machines à explorer le temps présentes à l'état naturel. En fait, du jour où ils ont considéré l'espace-temps comme un terrain, les physiciens ont cherché le moyen d'y accomplir des bonds ou d'y forer des tunnels. Le meilleur moyen de voyager dans le temps, c'est d'emprunter une sorte de raccourci entre deux points dans l'espace. Nos ponts et nos tunnels remplissent cette fonction. Nous avons besoin de quelque chose d'équivalent dans l'espace pour explorer le temps. Le professeur Paul Davies a analysé toutes les théories existantes en la matière. Selon lui, la plus solide est celle du trou de verre. On sait que la gravité déforme le tissu de l'espace-temps. Certains prétendent que si la distorsion est suffisamment puissante, ce tissu peut se recourber sur lui-même. Le trou de verre fait communiquer deux régions d'un espace-temps recourbé à 4 dimensions. Il présente 2 bouches et une gorge. Ainsi, en passant par un trou de verre, il serait possible de voyager plus vite que la lumière. Imaginons que cette feuille de papier soit une partie de l'espace. Comme on sait, l'espace peut se recourber comme ceci. Il y aurait alors 2 moyens de le parcourir, soit en faisant le tour, soit en prenant le raccourci qui relie les 2 extrémités de la feuille. En fait, l'architecture du trou de verre nous est déjà familière. Voilà un parfait exemple de trou de verre. On peut descendre en ascenseur, traverser la rue et remonter par l'ascenseur dans le bâtiment d'en face, ou bien emprunter le raccourci en prenant la passerelle. C'est le même principe qu'un trou de verre dans l'espace. Les scientifiques n'ont encore jamais observé un trou de verre. Mais il en faut plus pour décourager Paul Davies. Quand j'étais étudiant, on parlait des trous noirs sans savoir s'ils existaient. Maintenant, on sait qu'ils existent. Eh bien, il y a plusieurs dizaines d'années, on parlait aussi des trous de verre. Alors, existent-ils eux aussi? Les chercheurs européens espèrent répondre à cette question. Nous revoilà à Genève, au CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Selon les scientifiques du CERN, nous vivons le début d'une nouvelle époque de la physique. Voici le plus grand accélérateur de particules de la planète, le grand collisionneur de hadrons. Enterré dans le sous-sol, cet anneau long de 27 km provoquera une collision d'atomes à une vitesse proche de celle de la lumière pour recréer les conditions qui ont immédiatement suivi le Big Bang. La collision des particules subatomiques générera des boules de feu d'énergie primordiale. Les scientifiques espèrent en tirer des informations sur la naissance de l'univers qui renseigneront sur des sujets méconnus tels que la matière noire, les dimensions supplémentaires ou les trous de verre. Même si c'est encore très incertain, on espère tout de même pouvoir étudier la possibilité de créer de petits trous noirs, de petits trous de verre et de petites boucles dans le temps. Aujourd'hui, les ingénieurs vont installer l'une des dernières pièces de l'accélérateur. Le monde entier suspend son souffle en attendant de voir ce qu'il pourrait nous apprendre. Nous allons sur un territoire qui n'a jamais été exploré. Avec un peu de chance, nous trouverons ce que nous cherchons. Des équipes de scientifiques du monde entier analyseront les données de l'accélérateur et se prononceront peut-être une fois pour toutes sur l'existence réelle ou chimérique des trous de verre. Selon certains, seule une civilisation bien plus avancée que la nôtre réussira à remonter dans le temps. Les maîtres d'une galaxie. Un scientifique américain est pourtant persuadé de détenir la clé du voyage dans le passé. Et il en fournit la preuve.
Professeur de physique à l'université du Connecticut, Ronald Mallett s'estime bientôt prêt à remonter le temps. Avant, nous nous sentions prisonniers du temps. Grâce au voyage dans le temps, on va peut-être maintenant être en mesure de connaître l'avenir et d'agir sur le passé. Contrairement aux autres, Ronald Mallett n'adopte pas une approche purement théorique du voyage dans la 4e dimension. Pour cet inventeur non conformiste, nous sommes déjà à l'époque du voyage dans le temps. Compte tenu des progrès réalisés dans le domaine du voyage spatial au XXe siècle, aujourd'hui, tout nous semble possible. Et le voyage dans le temps est perçu comme la prochaine conquête. Les premiers travaux de Ronald Mallett étaient rédigés dans le langage crypté des spécialistes. Il avait étudié en particulier les trous noirs, sans jamais perdre de vue l'état des recherches sur le voyage temporel. Je me suis inspiré des travaux réalisés sur les trous noirs en rotation, les trous de verre, les cordes cosmiques. Tous ces phénomènes montrent qu'il est possible de voyager dans le passé. Ce qui m'intéressait, c'était d'y trouver un autre mécanisme dont je pourrais me servir. Le trait commun aux trous noirs en rotation, aux trous de verre et aux cordes cosmiques est la gravité. Ronald Mallett a cherché à exploiter cette force pour réaliser son rêve. Si la lumière n'a pas de masse, elle a de l'énergie. Pour construire sa machine, Mallett était persuadé qu'il devait s'écarter des sentiers battus. J'ai découvert que la lumière permettait de maîtriser la gravité. Or, la gravité permet de maîtriser le temps, ce qui signifiait que je pouvais me servir de la lumière pour me rendre maître du temps. Voilà l'origine de mon inspiration et de ma théorie. Mallett a gardé ses idées pour lui. Avant de publier sa théorie, il devait d'abord la vérifier. Il cherche alors à reproduire l'effet Lance-Tearing d'un trou noir de manière à recourber l'espace-temps pour former une boucle. La solution, il la trouvera sous son nez. Je me suis dit, si j'arrive à faire tourner un rayon de lumière, ce rayon devrait courber l'espace. Si tel est le cas, il courbera aussi le temps. Pendant des mois, le chercheur travaille sur ces équations. Il vérifie et revérifie ses calculs jusqu'à ce qu'il soit enfin prêt à dévoiler ses idées au monde entier. Alors que les cordes cosmiques et les trous de verre ne sauraient être exploités que par une civilisation très avancée disposant des ressources énergétiques d'une galaxie, Mallett prétend que sa machine à explorer le temps pourrait être construite dès aujourd'hui. On voit ici 4 rayons laser qui se croisent et forment un carré autour duquel circule la lumière, entraînant l'espace à sa suite. La torsion de l'espace dans un modèle réel s'accompagnerait d'une torsion du temps. Selon cette théorie, les rayons laser créent une force gravitationnelle assez importante pour reproduire l'effet Lance-Tearing d'un trou noir en rotation. Une théorie à dormir debout selon certains. Ce qui n'empêche pas Mallett d'affirmer que sa machine permettrait de créer une toute petite boucle dans le temps. En taille réelle, le procédé ne sera pas plus large qu'un poil. Et au lieu d'y avoir 7 lasers, comme dans ce modèle, il y en aura 10 000. Mallett est maintenant prêt à passer au stade de la réalisation. Le voyageur installé dans cette machine microscopique sera une particule subatomique. Imaginez, nous pourrions être avertis de catastrophes futures. On n'a pas besoin de faire revenir une personne. Il suffit de récupérer de l'information, des renseignements scientifiques, médicaux. Imaginez qu'on puisse aller chercher dans l'avenir un remède contre le sida ou le cancer. Ce serait bien plus utile que de faire revenir une personne. Celui qui, petit garçon, rêvait de retourner dans le passé pour sauver la vie de son père,
est peut-être sur le point de construire une machine à explorer le temps. Mais le physicien admet aujourd'hui qu'il ne retrouvera jamais son père. Le voyage dans le passé ne commencera que le jour où sa machine démarrera. Seul l'avenir nous dira si elle fonctionne. Mais remonter le temps nous confronterait à un dilemme dont on a longuement débattu au cours des dernières décennies. Réécrire l'histoire est une idée très séduisante, mais le moindre changement entraînerait des conséquences. Si un voyage dans le temps modifie le passé, comment le présent en serait-il affecté ? Vous vous trouveriez face à des paradoxes, comme le fait de tuer votre grand-père avant la conception de votre père. Remonter le temps est un pari sur l'avenir que beaucoup ne veulent pas faire. Nous voyageons tous dans l'avenir, que ça nous plaise ou non. On peut s'y transporter en s'approchant de la vitesse de la lumière, mais la difficulté c'est de revenir. Je n'ai jamais rencontré personne qui soit revenu de l'avenir. D'autres ont une réponse à cet argument, celle des univers parallèles. On dirait de la science-fiction, et pourtant les faits parlent d'eux-mêmes. Le bon sens voudrait que si je tire des petites boules de billard par cette fente, j'obtienne une grosse boule de billard sur l'écran là-bas. Mais voici un rayon laser constitué de particules de lumière, les photons. Quand je projette des photons par une fente, regardez ce que j'obtiens. Au lieu d'avoir un gros point, on en voit plusieurs, comme si les photons étaient à plusieurs endroits en même temps. L'univers est entièrement constitué de particules subatomiques. Les photons peuvent se trouver au même moment à deux endroits différents. Est-ce vrai pour nous aussi ? Nous autres physiciens, nous croyons aujourd'hui que l'univers s'est en quelque sorte scindé en deux. Dans l'un des univers, les photons sont partis à droite. Dans l'autre, ils sont partis à gauche. En d'autres termes, il pourrait y avoir un nombre infini d'univers parallèles, chacun se dissociant des autres. Quand j'étais en troisième cycle, j'ai failli tomber de ma chaise le jour où je me suis rendu compte que, comme les électrons, je pouvais moi aussi me trouver à deux endroits en même temps. Bien sûr, je me sentais exister. J'avais l'impression de ne former qu'une seule personne. Mais ensuite, j'ai commencé à imaginer que mon corps se subdivisait peut-être en univers multiples en permanence. Dans l'hypothèse des univers parallèles, le nôtre serait comme une carte à jouer parmi d'autres. Non plus un univers, mais un multivers. Nous coexisterions et pourrions visiter ces univers parallèles en voyageant dans le temps. La notion d'univers multiple est peut-être l'hypothèse la plus simple et la plus efficace pour résoudre tous les paradoxes liés au voyage dans le temps. Et il n'y a plus aucun paradoxe dès lors que vous croyez à la multiplicité des mondes. Selon cette théorie, notre vision de l'histoire est périmée. Notre logique veut que les événements se succèdent sur un mode linéaire. Ils se suivent comme les gares le long d'une voie ferrée. La Deuxième Guerre mondiale, la bombe atomique, les premiers pas sur la Lune. Mais si on admet l'existence d'univers parallèles, le nôtre emprunte une voie parmi d'autres au sein d'une gigantesque gare de triage. Voyager dans le temps consiste alors à sauter d'une voie à l'autre. Chaque fois que vous entrez dans une machine à explorer le temps, vous jouez avec le passé de quelqu'un d'autre. Toutes ces théories ont beau sembler fantaisistes, les pionniers n'ont cessé au cours du siècle dernier de faire reculer les frontières de la science, transformant la science-fiction en réalité. Ils ont associé imagination et savoir pour prouver une fois pour toutes que nous voyagerons un jour dans le temps. Si pour l'instant, nous ne nous sommes transportés que d'une fraction de seconde dans l'avenir, les pionniers ne baissent pas pour autant les bras, conscients que toute grande aventure commence par un premier pas.